Alors, ce problème de la construction de la famille qui a eu un rôle très important, dans le capitalisme, a pris quand même un siècle et demi. E essa construção demorou entre um século e meio. Donc on voit comment il y a des dispositifs spécifiques de production de la subjectivité. A gente vê como há modos específicos de produção de subjetividade. La subjectivité ne vient pas directement de l'économie, comme dit certains types de marxisme. A subjetividade não vem direto da economia, como sustentaria um certo tipo de marxismo. La subjectivité est construite en fonction de l'économie, mais elle a des dispositifs spécifiques. A subjetividade, embora construída em função da economia, ela se sustenta em dispositivos específicos. Voilà, donc c'est une nouveauté fondamentale par rapport au marxisme classique, c'est une nouveauté fondamentale par rapport au marxisme, cette façon de penser le rapport entre économie et subjectivité. Então, essa maneira de pensar a relação entre economia e subjetividade é uma novidade em relação ao marxismo clássico. Alors, le problème, c'est effectivement qu'il y a, pour que le capitalisme puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une certaine correspondance entre le flux économique et le flux de la subjectivité. Para que o capitalismo possa funcionar, é preciso que haja uma certa correspondência entre os fluxos de subjetividade e os fluxos econômicos. Ce qui se passe avec le néolibéralisme, c'est une disjonction entre ces deux moments. Mas no neoliberalismo há uma disjunção entre esses dois componentes. Une disjonction qui est là depuis le début, mais qui a été approfondie et accélérée par la crise économique. É uma disjunção que havia desde o início do neoliberalismo, mas que foi se aprofundando ao longo do tempo, até a crise, com a crise. Pour le dire de façon différente, on peut prendre par exemple l'exemple ici du Brésil et l'exemple de l'Europe. Et on voit comment il y a disjonction entre ces deux flux. C'est quoi? On peut prendre l'exemple du Brésil et de l'Europe et on voit comment ces deux flux sont disjonctés. Ele vai usar o exemplo do Brasil e da Europa para mostrar como esses fluxos vão em direções diferentes. Au Brésil, il y a une rupture de cette conjonction entre flux et subjectivité qui est due au refus des gens qui sont exprimés, par exemple, dans les mouvements de l'année dernière. Então, no Brasil, a ruptura entre os fluxos de subjetividade e os fluxos econômicos se deu principalmente a partir das jornadas de junho do ano passado. É um exemplo. Tandis qu'en Europe, c'est un peu différent, mais là aussi il y a une disjonction. Les politiques d'austérité ou la crise économique a causé cette rupture entre les flux économiques et les flux de subjectivité. E na Europa foi devido a certas políticas de austeridade que se deu essa disjunção. Donc on peut voir une disjonction dans une situation comme au Brésil où il y a une croissance économique, mais on peut voir une disjonction aussi à l'Europe où il y a une crise économique. Então, a disjunção se deu nos dois lugares, embora no Brasil tivesse uma espécie de crescimento econômico e na Europa uma crise econômica grave. Et donc, les livres fondamentalement traitent cette question de la production de subjectivité. Fondamentalement, il est tout organisé autour de cette question de la production de subjectivité. Et ici, il y a un autre concept important qui, à mon avis, a été introduit toujours dans les années 60-70 qu'il faut réutiliser pour comprendre ce qui est en train de se passer. Tem outro conceito que vem dos anos 60, 70, que é preciso reativar para compreender o contexto contemporâneo. Et c'est le concept d'antiproduction. Conceito de antiprodução. Donc ça, c'est un concept qui a été introduit par Deleuze et Guattari, mais c'est très important parce qu'ici, il détermine une rupture avec le marxisme. Aqui também há uma ruptura em relação ao marxismo, por esses conceitos introduzidos pelo Deleuze e Guattari. Parce que le marxisme, classiquement, parle seulement de production. O marxismo, classicamente, fala apenas de produção. Et il y a une conception, disons comme ça, positive, de l'apport du capitalisme à la production. Ele
Ele tem uma concepção positiva em relação à contribuição do capitalismo na produção. Marx considérait que la bourgeoisie avait un rôle fondamental dans l'émancipation de l'humanité à certain point de vue. Por isso que, desse ponto de vista, o Marx sustentava que a burguesia tinha um papel preponderante em alavancar a produção. Deleuze-Guattari introduit ce nouveau concept, c'est pas vraiment comme ça. On dit, tout acte de production est en même temps un acte d'antiproduction. Deleuze-Guattari pensa um pouco diferente, sustentando que todo ato de produção é também um ato de antiprodução. On peut le vérifier de façon très simple, hein? C'est-à-dire il y a une production de richesses énorme dans le capitalisme, en même temps il y a une destruction de la planète, par exemple. Por exemplo, a produção de riqueza crescente e a destruição crescente do planeta. Ou bien la destruction de la subjectivité, ça c'est très important, c'est-à-dire le capitalisme se construit en détruisant des formes de vie et des formes de production de subjectivité traditionnelles, et voilà, e quindi ça c'est très important. Não só a destruição do planeta, mas a destruição também de formas de vida e formas de subjetividade tradicionais. Là, dans la crise, il y a donc ces deux moments que Deleuze-Guattari font fonctionner toujours ensemble, donc pour lesquels le capitalisme, il est toujours, selon eux, réactionnaire, il se territorialise toujours sur quelque chose de réactionnaire, machiste, classiste et raciste. Quer dizer, esses dois momentos que o Deleuze-Guattari vão juntos, de uma certa desterritorialização e do que ele falou agora, uma reterritorialização sobre os elementos os mais retrógrados, machismo, classisme, etc. Alors ces deux éléments qui fonctionnent toujours ensemble, dans la crise aussi il y a une disjonction, c'est-à-dire qu'il y a disons comme si, une primauté du côté antiproductif du capital. Primauté. Na crise também aí há uma disjunção, há uma primazia do lado destrutivo, da antiprodução. Vous savez, on pourrait le dire avec les mots de Schumpeter, c'était un économiste, il parle de destruction créatrice. O Schumpeter, que é economista conhecido, falava de destruição criadora, quando definia a economia. Là, depuis qu'on est entré dans la crise, on est dans la destruction tout court. Mas agora estamos na mera destruição. Ça, on le voit surtout de façon très évidente en Europe, aux États-Unis et dans les pays occidentaux, on le voit de façon très claire. Depuis 5 ans, depuis 2007, donc depuis 7 ans en réalité, ce qui est en route, c'est une machine de destruction. O que está em curso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sobretudo nos países do Norte, há 7 anos atrás é isso, sobretudo a destruição. C'est la destruction de capital variable, donc du chômage, voilà, des choses comme ça, mais aussi du capital fixe. Hein. Destruição tanto do capital variável, através do desemprego, quanto do capital fixo. Et de la société en général. Da sociedade em geral. La Grèce, par exemple, c'est un pays détruit. A Grécia, por exemplo, é um país destruído. Ça c'est pas une nouveauté, hein. C'est le fonctionnement du capitalisme. Hein. Isso não é uma novidade, é o funcionamento do capitalismo. Le capitalisme, comme vous savez, Marx et les autres, on peut le définir effectivement comme un dispositif, un mode qui transforme les limites en nouvelles ressources de développement. O capitalismo tem por característica, desde a definição do Marx, esse modo, esse dispositivo que transforma os limites em novos recursos. Mais là, il y a à certains moments, ce processus, il ne peut plus fonctionner. Les limites sont des limites. Mas agora, os limites se tornaram realmente limites. Et là, il faut détruire. E aí, resta apenas destruir. Vous savez, je le disais, c'est pas une beauté, là, ce qui s'est passé
ce qui est en train de se passer maintenant a beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale et après avec la crise du 29. O que acontece agora tem muitas semelhanças com o que ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial e também próximo à Grande Depressão. Hein? Et là, effectivement, il y a eu les premières, le libéralisme classique qui a développé une richesse faramineuse entre 1870 et 1914, mais à ce moment-là, les limites, il n'était pas capable, les limites, il n'arrivait plus à les transformer en une nouvelle ressource. Et il a détruit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, le fascisme, c'est cette antiproduction complètement déployée. Não, entre 1870 e 1914 houve uma criação extraordinária de riqueza, mas depois chegou-se a uma espécie de limite e aí só restava destruir, e foi a Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa a partir da Depressão até o nazismo e a Grande Guerra, Segunda Guerra Mondial. Donc, à mon avis, on est entré dans une période qui va continuer. On n'est pas dans la situation exactement du XXe siècle, mais cette crise, elle ne va pas être résolue facilement. A gente não está numa situação idêntica ao do século XX, mas essa crise, pelo visto, não vai se resolver de maneira fácil. Et justement parce que le problème, ce n'est pas seulement un problème économique. Si vous lisez les économistes, ils expliquent la crise seulement à travers des facteurs économiques. Os economistas costumam analisar a crise apenas em função de fatores econômicos. Le problème, c'est que le capitalisme n'arrive pas à produire une nouvelle subjectivité. Mas, segundo ele, o problema é outro, é que o capitalismo não consegue produzir uma nova subjetividade. Au contraire, il produit une subjectivité négative. Ele produz uma espécie de subjetividade negativa. Par exemple, en Occident, toujours, l'Occident, la seule forme de subjectivation possible, c'est l'homme endetté, comme j'ai dit. A única força de subjetivação presente hoje em dia é a do homem endividado, conforme livro que ele escreveu anteriormente. Donc c'est une subjectivité, une forme de subjectivité négative. Quer dizer, o capitalismo produz uma subjetividade negativa. Essa do homem endividado é modo de subjetivação negativo. Ou avec toute la montée de l'extrême droite en Europe. O crescimento da extrema direita na Europa. Et moi je ne connais pas très bien le Brésil, mais je pense que aussi ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé en Turquie, c'est vraiment là aussi il y a une impossibilité de la subjectivité de s'intégrer dans les flux économiques. Então, ele não conhece muito bem o Brasil, mas ele non seulement économique. Livro famoso, recentemente lançado também nos Estados Unidos, do Thomas Piketty, tem uma explicação exclusivamente econômica para a crise. Tandis que, par exemple, la sortie de la crise de 1929 a été possible parce qu'on a inventé de nouvelles dispositifs économiques, mais aussi de nouvelles formes de subjectivation. A saída da crise de 29 só foi possível não só porque inventaram novos dispositivos econômicos, mas também novos dispositivos subjetivos. Ou bien ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale en Europe ou au Japon, le développement économique était lié à l'émergence de nouvelles formes de subjectivité. A mesma coisa se pode dizer em relação à Europa depois da Segunda Guerra Mundial e ao Japão, onde também como que se inventou uma nova subjetividade compatível com o capitalismo ali vigente naquele momento. C'était une subjectivité toujours soumise au capitalisme, mais quand même, c'était une subjectivité réformiste, si vous voulez. Era uma subjetividade submetida ao capitalismo, réformiste. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est que le réformisme n'est plus possible. C'est-à-dire, dans les conditions actuelles, le réformisme n'est plus possible. A novidade hoje é que o reformismo não é mais possível. C'est-à-dire la sortie de crise qui était possible après 29, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était
c'était une politique, si vous voulez, progressiste, réformiste, qui d'un côté bloquait et limitait le pouvoir de la finance, et de l'autre côté donnait la possibilité, par exemple, au mouvement ouvrier, d'avoir son rôle politique dans la société. A saída da crise depois da depressão de 29 foi uma espécie de política progressista ou reformista. De um lado, bloqueava o poder excessivo das finanças e, por outro lado, abria o caminho para a presença dos movimentos operários. C'est toujours dans la logique réformiste. Isso tudo é uma lógica reformista. Aujourd'hui, ces deux choses ne sont pas possibles. D'un côté, parce qu'on ne peut pas toucher la finance. Essas duas coisas hoje são impossíveis, porque hoje em dia é impossível mexer com as finanças. La finance, aujourd'hui, elle a intégré, elle a reconfiguré complètement la société. As finanças reconfiguraram completamente a sociedade. Si, après 29, on pouvait encore toucher la finance, parce qu'il y avait encore une séparation relative entre capital industriel e capital financier. Se em 29 ainda dava para regular um pouco as finanças, porque havia uma separação entre o capital industrial e o capital financeiro, hoje isso é impossível. Si on touche la finance, on détruit le capitalisme. Se mexer nas finanças, se destrói o capitalismo. D'ailleurs, si vous avez remarqué, après 2007, ils ont réformé tous les secteurs, sauf la finance. Desde a crise de 2007, se reformaram vários setores, mas não se mexeu em nada nas finanças. Et la production de subjectivité, effectivement, il n'y a pas la capacité de proposer un modèle, même réformiste, de nouvelles formations de production de subjectivité. Não tem como propor um modelo reformista de produção de subjetividade nesse momento. Donc ça, à mon avis, c'est l'origine de la crise. Mais cette conjonction, cette double articulation entre économie et production de subjectivité concerne aussi la résistance à ce processus. Je répète. Oui, non, Non, je dis que ce que je viens de dire, cet agencement nécessaire entre flux économique, flux de communication, flux social et subjectivité, concerne aussi la possibilité de définir une nouvelle forme de résistance. Essa conjunção entre fluxo econômico e produção de subjetividade não diz respeito apenas ao capitalismo, mas às formas de resistência pensáveis nesse contexto. Et ici, la chose est encore plus compliquée parce qu'il s'agit de penser une nouvelle forme d'institution, une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme d'une macro-politique qui puisse s'opposer à ce qui est en train de se passer. Então aqui fica mais complicado porque é preciso repensar novas instituições ou novos modos de organização a nível macro-político que pudessem constituir uma resistência diante desse capitalisme. Qui puisse rompre cette asymétrie énorme qu'il y a aujourd'hui dans le monde entre le pouvoir du capital et les dominés. Il y a une asymétrie incroyable. Que pudessem, essas formas de resistência, então, a serem pensadas, que pudessem romper essa assimetria abissal entre o poder do capital e daqueles que estão submetidos a ele. Cette asymétrie s'est approfondie pendant la crise. Et ce n'est pas restreinte, elle s'est encore élargie. Essa assimetria só cresceu a partir da crise, se ampliou. Et cette asymétrie, ça va être l'origine, je pense, d'une nouvelle possible. Craquement. Essa assimetria, segundo ele, vai estar na origem de novos possíveis desmoronamentos. Et parce que pratiquement rien n'a été, c'est-à-dire les causes de la crise ont été utilisées comme des remèdes de la crise. C'est une folie totale. Ce qui étaient les causes, on a dit bon, il y a la financiarisation, il faut faire encore plus de financiarisation. Il y a trop d'États, il faut faire encore moins d'États. C'est-à-dire que ce qui étaient les causes de la crise sont devenus les remèdes. Donc c'est un cercle vicieux.
O círculo vicioso hoje em dia é que tudo aquilo que foi detectado como causa da crise é reativado para funcionar como remédio da crise. Ah, financiarização, então mais financiarização. Menos Estado, ainda menos Estado. Precariedade, il faut encore plus de précarité. Precariedade, então precisa de mais precariedade. Como se tudo isso que detonou a crise pudesse resolver a crise. Alors je vais dire quelque chose par contre sur ce problème du rapport entre institutions, flux économiques et subjectivité de résistance. Ele quer falar algo sobre essa relação entre instituição, fluxo econômico, produção de subjetividade no contexto da resistência. Ce que je dis maintenant, on pourrait le dire différemment, c'est-à-dire le rapport qui a été pensé toujours dans les années 70 entre macro-politique et micro-politique. Tudo que ele disse agora poderia ser traduzido da seguinte maneira: é preciso repensar a relação entre micropolítica e macropolítica. Alors, les gens qui ont des années 70, la macro-politique, c'était quoi? C'était fondamentalement, à niveau mondial, c'était un concept de subjectivité, c'était la classe ouvrière. C'était la classe ouvrière, il y avait une seule subjectivité vraiment de rupture, c'était la classe ouvrière. Então, do ponto de vista macropolítico, havia nos anos 70, 60 uma única figura subjetiva de oposição, que era a classe operária. Et il y avait seulement fondamentalement une seule relation de pouvoir, c'était la relation de pouvoir économique. E havia uma única relação de poder, que era a relação econômica. Donc, le travail qui a été fait dans les années 60, c'était de contourner cette macro-politique qui était totalisante. Então, essa relação macropolítica totalizante fazia com que a única solução naqueles anos 60 fosse contorná-la. Vous pensez à la microphysique du pouvoir de Foucault. Foucault dit qu'il n'y a pas seulement le rapport de pouvoir, c'est pas seulement des rapports économiques, il y a une multiplicité de rapports de pouvoir. É o que dizia o Foucault quando se referia à microfísica do poder. Não existe apenas uma relação de poder fundada na economia, mas sim vários outros níveis de exercício do poder. Homme, femme, élève, maître, chaque médecin, cette multiplicité de relations de pouvoir. Homem, mulher, pais, filhos, médico, paciente, todos esses outros âmbitos de exercício do poder. De l'autre côté, Deleuze-Guattari introduit le concept de micropolitique aussi qui va dans le même sens. E o conceito de micropolítica do Deleuze-Guattari vão no mesmo sentido. Il n'y a pas seulement une subjectivité, la subjectivité ouvrière, il y a une multiplicité de production de subjectivité dans la société. Por exemplo, não existe apenas uma subjetividade operária, mas existem múltiplas subjetividades no tecido social. Et donc, effectivement, c'était une critique importante qui a permis effectivement de dépasser ce concept de macropolitique qu'on avait hérité fondamentalement de la révolution léniniste. Então, era uma crítica importante que permitia ultrapassar o enquadre que foi herdado desde a Revolução Russa. Maintenant, je pense qu'on a un peu le problème inverse. A gente agora está como que num problema inverso. On n'a plus la capacité de déterminer à niveau macro-politique des rapports de pouvoir qui permettent de casser cette asymétrie. Já não temos modos de pensar como quebrar essas relações macroeconômicas. Alors évidemment, on ne peut pas revenir à ce qu'on a critiqué parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Não cabe voltar a tudo aquilo que antes se tinha criticado, porque também não é desejado. Mais il y a un problème de penser, d'inventer des formes, disons comme ça, macropolitiques liées à la micropolitique. Mas é preciso inventar uma relação nova entre o macropolítico e o micropolítico. D'ailleurs, ces auteurs ont toujours dit, surtout Deleuze-Guattari, on dit on ne peut jamais penser, dissocier les deux choses. Deleuze-Guattari também sempre disseram que é impossível dissociar esses dois planos.
D'ailleurs, la dissociation qu'on voit en œuvre depuis longtemps, elle est en train de faire, comment dire, le développement de la micropolitique qu'on a vu pendant des années, il est en train de s'épuiser à cause effectivement de ce manque de rapport de force. Mesmo o desenvolvimento no plano micropolítico, ao qual se assistiu nas últimas décadas, está se esgotando justamente porque ele está se desconectando totalmente do plano macropolítico que tem a primazia. Je prends un exemple, par exemple, si on prend l'exemple de l'abord, un lieu d'expérimentation très important et tout ça, il était inconcevable sans les politiques sociales de l'assurance maladie de l'époque qui ont été mises en place. Aujourd'hui, ce serait impossible de mettre en place un dispositif comme celui de l'abord. Por exemplo, a clínica psiquiátrica de Laborde, que foi fundada em 53, seria impensável hoje. E naquele momento, ela contou com o apoio de todo um certo sistema de financiamento da saúde que dizia respeito ao macropolítico. E hoje seria impossível de instituir um espaço desse no contexto. Au contraire, aujourd'hui ce serait impossible parce qu'effectivement la logique c'est celle de la privatisation. Porque com a lógica da privatização isso se torna impossível. Donc, mais ici commence le problème, parce qu'effectivement, voilà, qu'est-ce que ça veut dire inventer une nouvelle façon de penser les rapports entre macro et micro? O que quer dizer inventar novo jeito de pensar a relação entre o micro e o macro político? Alors, par exemple, Félix Guattari dit que cette question de la subjectivité, en réalité, elle a été toujours présente dans les mouvements ouvriers. O Guattari dizia que o problema da subjetividade sempre esteve presente no movimento operário. Et vous savez, c'est pas voilà, je peux vous dire que chez Deleuze Guattari, cette question de l'invention qui s'est produite pendant la révolution russe, une nouvelle façon de penser la subjectivité politique et les modalités d'organisation a toujours été présente dans les textes de Deleuze e Guattari. Nos textos do Deleuze e Guattari se encontra várias vezes referência à invenção produzida pela Revolução Russa do ponto de vista da subjetividade. A Revolução Russa inventou uma nova subjetividade. Le problème, c'est un peu différent, par exemple, seulement que nous, on ne peut pas, évidemment, on ne peut absolument pas reproduire ce schéma-là, ça serait une catastrophe. Claro que seria catastrófico que a gente reproduzisse aquele esquema. Mais il faut penser, par exemple, je prends un exemple, un des derniers textes de Félix Guattari, où il explique qu'est-ce qu'il entend par production de subjectivité aujourd'hui. Dos últimos textos em que o Guattari explica o que ele entende por subjetividade hoje. Moi, j'ai toujours parlé de production de subjectivité au singulier. En réalité, c'est une production de subjectivité plurielle. A produção de subjetividade deve ser pensada no plural. É produção de subjetividades. Félix Guattari nomme 5 productions de subjectivité. E o Guattari, nesse artigo republicado recentemente, designa 5 tipos différents de subjetividade. Elles ne sont pas toutes, mais dis bon, j'en prends 5, au moins pour rendre compte des problèmes qu'il y en a. Et donc il y a, il faut que je me les rappelle toutes. Il precisa se lembrar. Donc la subjectivité traditionnelle, dit Guattari. A tradicional. La subjectivité universelle, après je vais l'expliquer un peu. Universal, depois ele vai explicar. La subjectivité dualiste. Dualista. La subjectivité masse médiatique. A midiática. Et la subjectivité post-masse médiatique. E a pós-midiática. Donc il n'y a pas une subjectivité, il n'y a pas la classe ouvrière, il n'y a pas un sujet. Il y a 5 ou 6 ou 7 ou 10 formes de subjectivité qui sont produites en même temps. Então não existe uma subjetividade ou tipo exclusivo de subjetividade ou a subjetividade da classe operária, mas todas essas différentes subjetividades. Mais le problème, c'est comment, à l'intérieur de cette multiplicité, trouver un dispositif qui puisse permettre de ne pas subir, de ne pas continuer à subir comme on est en train de continuer depuis, comme on subit depuis longtemps, l'initiative néolibérale. E
como montar um dispositivo que pudesse agenciar essas subjetividades de tal modo que fossem capazes de resistir à força do neoliberalismo, ou seja, de não se submeter às formas que o neoliberalismo propõe. Alors, pour subjectivité traditionnelle, il entend les formes de subjectivité, par exemple, voilà, qui sont ou bien des subjectivités précapitalistes qui étaient là, hein, ou bien des subjectivités néo-archaïques comme le nouveau fascisme qui se met en place. Hein. Então, por subjetividade tradicional, o Guattari entendia formas de subjetividade pré-capitalistas ou neo-arcaicas, tipo fascismos diversos. Subjectivité universelle, il entend par contre la forme de subjectivité liée à l'activité de l'État. Hein, nous sommes tous citoyens, égaux, etc., etc. A universal diz respeito àquela produzida pelos estados. Somos todos cidadãos, supostamente iguais. Subjectivité dualiste, il entend effectivement le rapport capital-travail. A dualista diz respeito às relações entre o capital e o trabalho. La subjectivité post-médiatique, c'est la subjectivité liée à la production, au flux médiatique dans lequel on est inséré. E pós-mediático? Não, mediático. A subjetividade midiática está ligada, claro, a todos os fluxos midiáticos. Donc vous voyez déjà comme ça, hein, il y a beaucoup de choses qui manquent hein, par rapport à ce qui se passe les derniers 40 ans. Il y a plein de choses qui manquent. Nessa lista falta muita coisa que aconteceu nos últimos 40 anos. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, par rapport à l'économie, on ne peut pas réduire, on ne peut pas parler seulement de relação capital-trabalho. Por exemplo, na economia, não dá para falar apenas da relação capital-trabalho. Parce qu'il y a la précarisation, il y a mille modalités de subjectives d'être à l'intérieur de l'activité. Porque há vários modos subjetivos de estar nessas relações econômicas, vários tipos de precarização, tipos de endividamento e etc. Mais disons comme ça peut être utile pour comprendre les problèmes qu'on a, selon moi. Mas apesar disso, isso pode ser útil para compreender o problema que a gente tem hoje em dia. Et là, il faut une rupture, hein, il faut, et ça c'est l'autre thématique à mon avis importante dans Deleuze e Guattari, c'est introduire ce concept de rupture politique. E é preciso pensar o que é uma ruptura política. Rupture politique qui est toujours faite à partir a été pensée toujours par rapport à partir de cette rupture léniniste, mais il la prend seulement comme forme, pas comme contenu. Quer dizer, o grande modelo que se tem é da ruptura leninista, mas isso é mais uma forma a ser pensada e hoje em dia deveria ser retomada do ponto de vista do conteúdo. Não é retomada igual, é repensada. Et donc, par rapport à ça, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut que les effets économiques hein, marchent ensemble avec les affects. É preciso que os efeitos econômicos andem junto com os afetos subjetivos. Mais le problème, c'est effectivement à partir. C'est quoi fondamentalement les problèmes? Prenons l'exemple, par exemple, des mouvements politiques comme ils se sont passés au Brésil l'année dernière. Hein? Vamos pensar a partir dos movimentos políticos ocorridos no Brasil desde o ano passado. Je l'ai dit de façon théorique et après je l'ai dit de façon plus politique. Ele vai começar de um modo mais teórico, depois de maneira mais política, pragmática. J'ai dit tout à l'heure que le rapport doit être un rapport entre économie et désir. Hein? Como ele disse há pouco, o que importa é a relação entre economia e desejo. Économie et subjectivité. Economia e subjetividade. Mais cet désir de chez Deleuze et Guattari, par exemple, il n'est pas spontanéité, il n'existe pas. Mas o desejo de façon naturelle. Em Deleuze e Guattari não é espontaneísta, ele não é natural. Mais il faut le construire. O desejo deve ser construído. Même la chose est un peu plus compliquée. En même temps, il est donné, et en même temps, il faut le construire. Ao mesmo tempo. Yes. Ao mesmo tempo
o desejo ao mesmo tempo é dado e deve ser construído. Está dado et deve ser construit simultanément. Alors, si on prend l'exemple voilà, de la rupture qui a été déterminée par exemple l'année dernière au Brésil, hein, il y a un mouvement politique qui effectivement refuse certaines choses, hein, et dans cet refus ouvre des possibilités. Por exemplo, a partir pensando no movimento do ano passado, que recusa alguma coisa e ao mesmo tempo abre uma possibilidade. Mais ces possibilités, c'est seulement un début de quelque chose, c'est une entame. Essa possibilidade é apenas o início de alguma coisa. Il faut la construire. É preciso construí-la. La difficulté, c'est que c'est possible, hein, après il va revenir sur la société pour la transformer. Quer dizer, se possível, é preciso que depois ele se rebata sobre a sociedade para transformá-la. Alors nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit partout qu'il y a des explosions qui ouvrent des possibles, mais après, on ne sait pas comment faire revenir ces possibles de façon comment faire de nouvelles institutions à partir de ces possibles. A gente vê explosões locais por toda parte, que poderiam abrir possíveis, mas não se enxerga como é que esses possíveis poderiam voltar e marcar, inventar instituições ou inscrever-se nelas ou reformá-las. Ces ruptures sont fondamentales parce qu'elles touchent d'abord la subjectivité. Vous participé à ce mouvement, la subjectivité effectivement changée. Essas rupturas são fundamentais porque quem participa dessas manifestações está marcado para sempre. Mais on a changé la subjectivité, mais pas la société. Les institutions sont telles quelles. Se modificou a subjetividade, mas não se modificou a sociedade. Hein? Et donc, c'est ce passage qui est compliqué à faire, mais qu'il faudrait commencer à penser. Essa passagem que é difícil de pensar. Donc voilà, cet argument, je les ai touchés un peu à partir de ce livre. Hein? Esses argumentos todos ele desenvolveu no livro. Mais surtout dans l'introduction, j'ai essayé de revenir sur les questions de la rupture politique, qu'est-ce que ça signifie. Sobretudo na introdução, onde ele trata desse assunto da ruptura política, como pensá-la, o que ela significa hoje. Mais je vois qu'il y a, de façon différente, on a les mêmes problèmes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. De maneiras diferentes, temos os mesmos problemas dos dois lados do Atlântico. Et donc voilà, il faudra penser ensemble comment amorcer cette rapport entre macropolitique et micropolitique. E seria uma tarefa conjunta pensar como tramar esses dois níveis conjuntamente, do macro e do micropolítico. Voilà, por hora é isso. A gente pode conversar.